Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en cette fin de semaine. Voici les titres de ce vendredi 4 novembre. Depuis aujourd'hui, 9h10, les femmes travaillent gratuitement en France jusqu'à la fin de l'année. Un constat souligné dans la newsletter Les Glorieuses qui pointe du doigt les inégalités salariales encore ancrées. Les citoyens en ont-ils conscience au sein de leur entreprise? Réponse dans un instant. Ça va être tout noir. Pour faire des économies d'énergie, plusieurs communes ont choisi de réduire leur éclairage public nocturne. Exemple à Bérenthal et Sarralbe, en Moselle-Est, où les maires respectifs avancent également un enjeu environnemental. Les chocolats de Julien M ont été primés à 3 reprises, ce qui lui permet d'entrer dans le guide des croqueurs des chocolats, une récompense décernée par le club des croqueurs au cœur du Salon du chocolat qui s'est tenu à Paris. On aura la chance de découvrir son travail dans cette édition. Samedi matin, le ciel sera encombré et les températures seront en chute libre, entre 4 et 5 degrés. Amélioration l'après-midi avec un temps plus lumineux, mais les températures ne dépasseront pas les 11 degrés. Froid également ce dimanche, mais le temps restera sec. Les langues se délient à l'Assemblée nationale et même parfois un peu trop. Ces dernières semaines, plusieurs débordements ont été recensés. Le dernier en date, des propos jugés racistes d'un député RN. Un acte parmi tant d'autres qui pose beaucoup de questions et qui renforce l'action des militants sur le terrain. L'un d'entre eux sera sur notre plateau pour évoquer le travail d'SOS Racisme dont l'antenne Messine est sortie d'un long sommeil. Mais avant, on développe les titres. EDF voulait le redémarrer le 17 novembre, mais l'autorité de sûreté nucléaire avait des doutes. Cette dernière a décidé de repousser le redémarrage du réacteur numéro 1 au 26 février 2023. Le temps pour EDF de réparer les éléments nécessaires. Idem pour le réacteur numéro 3 mis à l'arrêt en mars dernier et qui ne pourra pas reprendre à la mi-décembre comme prévu. Un coup dur pour la société qui a déjà vu sa production baisser en raison des mouvements de grève répétés dans les centrales et l'arrêt d'une cinquantaine de réacteurs en France. Vendredi 4 novembre, 9h10, top départ des inégalités salariales. Et oui, je vous le disais dans les titres, c'est en tout cas ce que souligne la newsletter Les Glorieuses, mais également Eurostat, avec les derniers chiffres sortis de 2020, 15,8% de moins sur les salaires des femmes par rapport aux hommes. Alors avec ces données, les femmes semblent donc travailler gratuitement dès le 4 novembre et jusqu'à la fin de l'année. Mais qu'en pensent les hommes et en sont-ils conscients au sein de leur entreprise? Regardez. Moi je travaille du coup dans la fonction publique, donc je ne pense pas qu'il y ait d'énormes inégalités salariales. Après je pense qu'il en existe un peu partout, de toute façon dans différents champs et autres. Je pense que les grandes entreprises nationales et notamment un peu avec le ton donné par les entreprises publiques, avec les injonctions de l'État, la réglementation, ces entreprises vont vers l'égalité, comme la mienne. Mais il y a d'autres entreprises, des plus petites entreprises, surtout privées, où je pense qu'on n'en est pas encore là. Il ne faut pas se mentir, oui. Je pense qu'à poste égal, il y a des différences toujours, mais elles diminuent quand même. Oui, il s'avère que les femmes sont moins bien payées que les hommes, à poste égal. Ça perdure. Pourtant, c'est une grosse entreprise du CAC 40, mais ça perdure. Que les femmes ne soient pas payées comme un homme, je trouve ça hallucinant, même niveau, je vois pas pourquoi. Donc voilà, là-dessus, s'il faut se battre, il faut se battre là-dessus. Je pense que c'est là-dessus, il faut que les gens soient à égalité. C'est pas normal qu'on n'y soit pas. Moi je suis juriste, moi je vous dirais tout a été fait, c'est-à-dire que les lois existent. Les lois existent depuis maintenant plus de 20 ans. Il faudrait tout simplement les mettre en œuvre. J'espère effectivement que sur le coup on pourrait essayer de faire changer les choses avec de vraies amendes pour les entreprises aussi qui ne font pas ce qu'il faut au niveau de l'égalité salariale. J'aurais peut-être une proposition à faire, ce serait juste qu'une seule année on inverse que les hommes cessent de gagner à partir d'aujourd'hui plus que les femmes, juste pour faire un test et voir ce que ça fait. Mais c'est un non-sens total. En 2022 c'est quand même extrêmement grave. C'est un bon coup de communication pour l'entreprise 4 Murs, dont le siège est à Marly. L'enseigne vient d'être sélectionnée en tant qu'annonceur par la très célèbre plateforme Netflix pour son nouveau forfait Essentiel avec pub. Ces publicités passeront jusqu'à 3 fois par jour. Il s'agit d'ailleurs de la seule marque de décoration à avoir été choisie par Netflix. Une opportunité pour la société qui compte 107 magasins en France et en Belgique.
De la politique maintenant, à un mois des élections au sein du groupe Les Républicains, les actualités s'enchaînent. Proposition de 3 candidats pour remplacer Olivier Marleix, multiples flatteries et même proposition d'une coalition entre les Républicains et la majorité du gouvernement. Fabien Di Filippo, député LR de la 4e circonscription de la Moselle, fait le point avec nous. Il revient également sur les derniers débordements au cœur de l'Assemblée nationale. On doit vraiment faire une distinction entre ce qu'est l'avenir de la droite républicaine et l'avenir des Républicains. Il faudra reconstruire quelque chose de plus large à l'issue de ces élections, quel que soit le vainqueur, et se rassembler derrière un leader qui pourra porter les couleurs de notre famille politique pour 2027. C'est ça qui est vraiment, vraiment crucial. Moi, je l'avais annoncé en tant que secrétaire général adjoint. Je ne soutiens aucun des candidats en particulier. Je regarde déjà l'avenir et le rassemblement qu'on doit préparer pour 2027. Emmanuel Macron propose un accord qui n'est pas un accord de fond, qui est un accord d'intérêt. Il vise à nous flatter, à nous proposer des postes pour pouvoir asseoir sa majorité et mener sa politique à lui. Or, on a été élus chacun dans nos territoires pour changer cette politique-là qui est dans une large mesure erratique depuis 2017 sur la crise énergétique, sur la dette de la France, sur la revalorisation du travail et le traitement qui est réservé à l'assistanat, sur l'avenir de nos territoires et de nos collectivités. On estime que le chemin qui est pris n'est pas le bon. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour nous de peser ? On doit rester indépendant. C'est le meilleur moyen de tirer la politique qui est menée dans le sens des vraies valeurs que l'on porte. Je n'ai pas ma langue dans ma poche et je ne me suis jamais caché dans les débats. Est-ce qu'on peut tout dire ? Sur le fond, tous les points de vue sont entendables. Maintenant, est-ce qu'on peut tout faire à l'Assemblée nationale ? Je suis très triste, vraiment, de ce que j'ai vu cette semaine. À la fois les comportements de l'extrême gauche qui essaye de pourrir les débats en permanence et d'un autre côté, l'extrême droite, qui met en scène certaines provocations qui, elle aussi, rejoint souvent la NUP sur des amendements anticapitalistes. A contrario, vous avez une opposition comme celle de la droite républicaine, qui est très dure dans le débat sur les opinions, mais qui respecte le jeu des institutions et qui se bat pour gagner des débats et pour gagner des votes. Certains parlent de fusion, d'autres de création. Les communautés de communes du Val-de-Fensch et Port-de-France-Thionville pourraient n'en devenir plus qu'une. Une nouvelle communauté XXL regroupant les 2 agglos nord-mosellanes qui à terme compterait plus de 150 000 habitants. Un projet de longue date et qui devrait voir le jour en 2026, juste avant les élections municipales. Cette union permettrait, d'après Michel Yegbot, président de la Comcom Val-de-Fensch, d'être plus visible aux yeux de l'État, mais également de la région, pour le développement de projets, alors que de son côté, la Cour des comptes dénonce des projets souvent illisibles et des objectifs d'économie pas vraiment atteints au cœur de ces regroupements. Au mois de novembre, les conclusions de l'étude économique seront présentées au Conseil de développement et au Conseil communautaire des 2 agglos. Le projet divise forcément, mais les élus à l'initiative ont encore 3 ans pour convaincre. Sur l'aspect de l'éclairage nocturne, les collectivités sont plutôt sur la même longueur d'onde. Éteindre les lampadaires pour faire des économies sur la facture énergétique. Mais faut-il couper totalement ou alors partiellement ces éclairages ? En Moselle-Est, les communes de Sarralbe et de Bérenthal se sont penchées sur la question. Regardez. À Bérenthal, la nuit, les gens qui ne sont pas dans les bras de Morphée et qui regardent la rue ne voient que ça, le noir absolu. Depuis le début du mois d'octobre, la municipalité a en effet décidé de suspendre l'éclairage public de 23h30 à 4h30 du matin. 2 raisons ont incité le conseil municipal à prendre cette décision. Tout d'abord, faire des économies. Pour le moment, 16 000 € qui est à peu près le prix qu'on a payé pour l'éclairage public cette année. 16 000 € c'est beaucoup. On sait très bien que ces 16 000 € ne seront pas suffisants l'année prochaine. Et une petite goutte d'eau d'économie, en fait ces 5 heures d'extinction nous permettront peut-être de récupérer au moins partiellement une partie de ces montants. Une préoccupation écologique se rajoute à cette volonté de faire des économies. Pour toute la nuit nocturne, c'est une très bonne chose. On a un refuge à chauves-souris dans le clocher de l'église. On a des chauves-souris qui survolent
toutes les nuits l'étang. On a déjà fait des sorties avec le parc pour les chauves-souris, ne serait-ce que pour ça. L'extinction nocturne est une excellente chose, mais il y a effectivement toute la vie nocturne qui s'organise de nuit et qui est, pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité, un point qu'on n'a pas voulu négliger. Avant de pouvoir mettre en place cette extinction de l'éclairage public, la commune a fait l'acquisition d'horloges astronomiques pour un montant de 7 000 € environ. Le 22 novembre, le conseil municipal se réunira et à cette occasion, les élus pourraient décider de modifier les horaires d'extinction de l'éclairage public. À Sarralbe, l'extinction de l'éclairage public est bien moins spectaculaire. Seules certaines rues sont plongées dans le noir, les autres, les principales artères commerçantes du centre-ville, continuent d'être éclairées. Cette extinction partielle est entrée en vigueur au 1er septembre pour essayer de contenir l'explosion de la facture d'électricité. Nous avions pour 144 000 € de facture d'électricité en année pleine. Rien que pour terminer l'année 2022, nous devons rajouter 240 000 € à notre budget pour couvrir simplement nos factures d'électricité. Si on se projette sur l'année 2023, nous montons à 780 000 par rapport à 144 000 en année pleine. Donc vous voyez, on est sur des prix où, au niveau de nos budgets, nous n'arrivons plus à tenir l'équilibre budgétaire. On est dans une situation, il faut le reconnaître, qui est délicate. Le maire de Sarralbe a pour objectif de ne pas toucher à la fiscalité en essayant de contenir l'explosion du coût des énergies. Au-delà de l'aspect économique, l'extinction partielle de l'éclairage nocturne est aussi un geste environnemental. Avant de prendre cette mesure, la municipalité s'est renseignée sur ce qui se faisait ailleurs. L'Association des maires de France a ainsi rédigé un document s'appuyant sur l'expertise de 215 collectivités qui pratiquent déjà la coupure de l'éclairage public. Impact sur la sécurité, plusieurs études ont montré que l'extinction de l'éclairage public n'a pas d'incidence sur la criminalité et la violence, permet de diminuer les petites incivilités, moins de rassemblements nocturnes et moins de tapage nocturne. Les habitants de Sarralbe sont eux aussi invités à donner leur avis sur cette extinction. Un cahier de doléances est ainsi mis à leur disposition dans la mairie. Pas de lumière après minuit, mais cela n'empêche pas de s'offrir de bons chocolats. Direction Forbach à la rencontre du chocolatier Julien Missler. Il vient d'être triplement récompensé par le club des croqueurs de chocolat lors du salon du chocolat qui s'est tenu à Paris. Et il avait envoyé 4 de ses créations. Lucie Philippot l'a rencontré dans l'une de ses 3 boutiques. Donc les 4 chocolats primés. Donc la ganache framboise, fait avec un jus de framboise bio. Le praliné spéculoos, enrobé en chocolat au lait. La ganache pamplemousse poivre de Timut. Et le praliné cacahuète. Ce sont les grands vainqueurs. Ces 4 chocolats aux saveurs étonnantes ont obtenu 3 prix différents. La récompense qui vient vraiment couronner le tout, c'est Award de l'équilibre donc. Après, on a eu le coup de cœur du guide, c'est le petit plus, et on est classé tablette or dans le guide. Donc voilà, ça c'est vraiment le classement inhérent au guide, c'est-à-dire que chaque chocolatier est classé or, argent ou bronze. Et oui, cette victoire permettra à Julien Missler d'entrer dans le guide des croqueurs de chocolat. C'est un peu notre guide Michelin à nous, les chocolatiers, oui, c'est ça. Ces distinctions obtenues le 28 octobre dernier au Salon du Chocolat à Paris font la fierté du chocolatier qui récompense 12 années de travail. Une installation en 2010 à Dibelin, dans l'ancien café de ma maman, qui a pris sa retraite. Et voilà, ça s'est fait en 4 mois. On a fait les travaux nous-mêmes, on a ouvert une toute petite boutique. On s'est fait un petit atelier de 70 mètres carrés et puis on a commencé avec rien. L'artisan chocolatier de 38 ans ne connaît pas la crise. Avec 19 salariés, l'homme a ouvert un magasin à Saint-Avold, un salon de thé à Sarreguemines et son atelier de fabrication ici à Autun. Julien Missler le sait, la clientèle sera évidemment au rendez-vous pour célébrer cette victoire. En attendant, il est aux préparatifs des fêtes de fin d'année.
Et place à la nature maintenant. On vous dévoile le hêtre du Canyon, un arbre centenaire au cœur de la forêt de Saint-Hubert au nord-est de Metz. Un spécimen remarquable parce qu'il trône fièrement à 25 mètres de haut, parce qu'il est implanté sur un mini-canyon de 6 mètres de hauteur et installé sur une roche friable peu favorable à la végétation, mais aussi parce qu'il laisse apparaître son système racinaire aux yeux des randonneurs. Malgré les effritements de roches et le changement climatique, il est toujours là et c'est pourquoi il a été choisi par l'association Être Vivant pour participer au concours de l'arbre de l'année 2022. Il représentera la région Grand Est. Votez avant le 4 janvier 2023 sur le site du concours pour faire de cet arbre l'arbre de l'année. Et maintenant, place aux idées de sortie du week-end. Voici les coups de cœur d'Emma Facchetti. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors Noël, c'est dans un peu moins de 2 mois. Vous cherchez des cadeaux, vous avez envie tout simplement de vous faire plaisir sans vous ruiner. Eh bien, c'est possible. De nombreux événements sont organisés ce week-end, notamment pour faire de très bonnes affaires. Et on commence par les vêtements. Si vous avez besoin de refaire votre garde-robe, direction le tiers-lieu Blida à Metz. Veste en cuir, chemise en velours côtelé, mini-jupe des années 80-90, pantalon en pâte d'EF, des pièces uniques et vintage trôneront sur les portants de cette grande friperie à 30 € le kilo. Vous pourrez chiner ces vêtements de seconde main samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Et pas de panique, si vous ne pouvez pas venir à l'ouverture, les portants seront réapprovisionnés pendant toute la durée de l'événement. Après le style, on passe à de la décoration. Et oui, si vous avez envie d'égayer votre maison avec des bibelots ou carrément de métamorphoser votre intérieur, vous trouverez sûrement votre bonheur à la brocante à Ma Maison à Metz. Peinture sur toile, meubles, vaisselle, livres, vélos, linge de maison et bien plus encore seront à vendre tout le week-end de 10h à 18h. Et si on a envie d'ajouter une petite touche de verdure ? Succulente à 2 €, terrarium des 20 €. En voilà des bonnes affaires pour habiller son salon. Au total, une centaine de plantes d'une 50aine de variétés différentes seront à vendre à tout petit prix ce samedi de 10h à 19h au centre commercial Saint-Jacques. Et si vous n'avez pas la main verte, pas de panique, une équipe sera présente sur place pour vous conseiller. Et enfin, si on a envie de faire plaisir à nos enfants ce week-end ? Alors, si vous avez envie de gâter vos enfants, votre famille, vous pouvez leur acheter des jouets, des vêtements à petit prix dans des bourses spéciales. C'est le week-end à ne pas louper puisque des dizaines de bourses aux vêtements et aux jouets sont organisées tout le week-end dans le département. Par exemple, à la salle des fêtes de Stucange, à la salle multi-activité d'Argancy, à l'espace Liberté de Sichazel et à la salle des fêtes d'Attigny. Les différentes structures ouvriront leurs portes ce dimanche matin dès 9h. Merci beaucoup Emma pour ces belles idées, surtout en temps de crise. Pour la suite, une annonce dans le monde du sport. C'était un secret de Polichinelle. C'est désormais officiel. Philippe Gaillot quitte le FC Metz après plus de 4 décennies de bons et loyaux services. D'abord joueur émérite entre 1982 et 2002, vice-champion de France de Ligue 1 en 1998. L'ancien latéral gauche avait ensuite rejoint la direction sportive du club à la fin de sa carrière. Directeur général adjoint depuis 2012 en charge de la politique sportive, Philippe Gaillot paie la nouvelle descente en Ligue 2 en mai dernier. Il est remplacé depuis cette saison par Pierre Dréossi. Et pour la suite de cette édition, on parle lutte contre le racisme avec notre invité du jour qui nous a rejoint. Ibasek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant pour SOS Racisme. Tout à fait. En préambule, j'aimerais qu'on revienne sur les propos du député de Gironde, Grégoire de Fournat, député RN, qui, je cite, a dit qu'il retourne en Afrique face à un autre député qui prenait la parole, un député La France Insoumise, ce dernier évoquant le sort des migrants arrivés par bateau. Le député RN parle d'un malentendu, il ne visait pas son confrère dans l'hémicycle avec ses propos. Une réaction par rapport à ça ? Il s'agit tout simplement du caractère du Rassemblement national. On sait, ils nous promettent, ils nous ont dit qu'ils avaient changé, mais en fin de compte, c'est du pur racisme.
qu'il ait parlé du député ou qu'il ait parlé du bateau, c'est tout à fait déplorable, quoi. Ce genre de propos n'est pas admissible aujourd'hui en France, quoi, en 2022. Est-ce que vous recensez encore beaucoup de ce genre de témoignages liés au racisme ordinaire jusqu'à l'agression physique plus poussée ? Il y en a malheureusement de plus en plus. On a vu M. Belkir, le député, se faire insulter. Il y a des postes de membres du Rassemblement national sur les plateformes Facebook, etc. Donc rien ne nous surprend, hélas. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir militant pour lutter contre le racisme ? Je vois que malheureusement ça perdure. Quand on voit, ce sont des gens élus par des Français aussi, des gens du Front National, mais cela est consternant de voir qu'aujourd'hui encore, on peut parler de propos racistes librement, et on voit même en ville ou ailleurs, les propos qui sont lancés à la face des gens, de personnes de couleur, actuellement, comme on peut dire, des Africains, et souvent, la plupart d'ailleurs sont des Français. Donc on devrait passer outre. Je pensais que ce phénomène-là disparaisse, mais en fin de compte, ça persiste. Et de plus en plus, la parole se libère. Et c'est dommage. Justement, le mieux, c'est peut-être d'en parler, mais aussi d'agir. Concrètement, comment on agit face à ça ? Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de pédagogie dans les écoles, qu'on sensibilise les parents pour éduquer peut-être, ou alors donner vraiment, apprendre à leurs enfants à parler et ne plus ne penser à la couleur des personnes, mais à la capacité des gens à être ensemble, plutôt que de parler de couleur ou d'origine. Ou de religion d'ailleurs. Alors, pendant quelques temps, l'antenne de Metz SOS Racisme était en sommeil. Depuis septembre dernier, il y a un regain d'activité petit à petit. C'était devenu nécessaire de rouvrir ? Je pense, parce que sinon, on va penser que voilà, tout est là, donc qu'on ne doit plus rien dire. Mais on voit de plus en plus de manifestations, de paroles vraiment libérées dans beaucoup d'endroits, même dans les endroits publics. On voit beaucoup de gens parler de ce problème-là, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, alors que la plupart des personnes, d'ailleurs souvent ce sont des personnes souvent nées en France ou alors sont français, et c'est malheureux. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la pédagogie et sur le vivre ensemble, quoi. Par rapport à SOS Racisme, quels sont les types de missions qui sont mises en place ? Est-ce que c'est seulement de l'écoute, de l'aide aux victimes, ou il y a d'autres choses ? Il y a de l'aide et pour les victimes, pour que les personnes sujettes à ce genre d'agression puissent porter plainte éventuellement, et qu'on puisse peut-être organiser même des cercles où les personnes peuvent se rencontrer et discuter de pourquoi il y a un blocage encore aujourd'hui sur ce phénomène-là, quoi, le phénomène de couleur ou de religion. D'ailleurs, tout ça est ensemble en fin de compte. Vous cherchez de nouveaux bénévoles pour venir alimenter l'activité de l'antenne messine d'SOS Racisme ? Tout à fait, oui. Je crois que bientôt... Déjà, avant la fin du mois, il y a une convention qui va se tenir à Paris pour faire appel à des bénévoles pour qu'ils viennent nous aider à tenir dans des cercles, des réunions, afin que des gens puissent vraiment intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour faire passer vraiment la parole du vivre ensemble, quoi. C'est indispensable. Alors, menaces, agressions, insultes, discrimination, vous pouvez prendre contact donc avec le service juridique d'SOS Racisme. On tente de vous mettre les contacts d'ailleurs pour l'antenne mosellane. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet. Vous avez eu quelques images à notre antenne pour agir, alerter et bien sûr vous défendre. En ligne, vous avez de quoi déjà vous renseigner sur quelques démarches. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Un vent de fête s'empare du parvis de la gare de Metz. Les sculptures
sculptures de Noël à l'effigie d'ours polaires, du Père Noël et de petits rennes commencent à être installées de part et d'autre de la place. Et les passants ont déjà envie d'immortaliser l'instant avec quelques photos. Quelques guirlandes pourront sûrement être ajoutées pour illuminer le tout à la nuit tombée. D'ailleurs, ce n'est pas le seul endroit de la ville qui se pare de décoration. Ouvrez l'œil, puisque le début des festivités démarre bientôt. C'est tout pour l'actualité du jour, actualité que vous pouvez retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, découvrez un nouveau numéro de Dragon Mag, suivi du Club de la Presse dès 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et très bon week-end.